Vie quotidienne, politique, faits de société, prenez la parole au 258 258, c'est le face-à-face politique. Il est donc temps d'accueillir notre invité politique, Philippe Blaise, du mouvement républicain calédonien. Bonjour Philippe Blaise. Bonjour. Vous avez un parcours assez singulier, hein. Vous vous qualifiez de citoyen calédonien de la 5e génération. Vous avez fait HEC, depuis vous avez eu votre parcours professionnel, puis élu en 2008, conseiller municipal de Nouméa sur la liste du Rassemblement UMP. Vous avez fait partie donc de la liste provinciale de 2009. Vous avez créé un nouveau parti politique le 14 juillet 2011. Donc je rappelle, c'est le mouvement républicain calédonien dans le but de participer aux élections provinciales de 2014. Alors votre parti politique, qu'a-t-il de plus ou de différent des autres partis politiques? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors tout simplement, si le mouvement républicain calédonien a été créé, c'est parce que je ne me suis plus retrouvé à un moment dans ce que faisait le Rassemblement. Vous l'avez indiqué, j'étais élu du Rassemblement sur la liste des municipales de Nouméa en 2008. J'étais également présent sur la liste des provinciales en 2009. Et à un moment, j'ai entendu dans le discours de son président, Pierre Frogier, en octobre 2009, quelque chose qui ne correspondait pas aux valeurs pour lesquelles je m'étais engagé. Ce discours, c'était une dérive vers le discours indépendantiste avec la volonté d'aller aux confins de l'autonomie, ce qui avait comme conséquence de nous détacher de la République. Par la suite, il y a eu en février 2010 le lever du drapeau indépendantiste, et c'est à ce moment-là que j'ai claqué la porte. vous êtes devenu un dissident. Voilà, tout à fait un dissident. J'ai milité pour le drapeau commun, et par la suite, avec d'autres personnes qui partageaient ce sentiment d'incompréhension vis-à-vis de cette dérive, nous avons décidé de nous structurer, nous avons créé le mouvement républicain calédonien, dont les valeurs sont républicaines, comme son nom l'indique, et dont le combat est de défendre l'Académie dans la France. Avant de continuer, nous avons déjà une question, c'est Marie. Bonjour Marie, quelle est votre question? Bonjour à tous, voilà ma question. Quelle est votre position sur le gel du corps électoral? Je vous remercie de me poser cette question, je suis contre, et j'étais contre en fait dès le début. Avant de militer au Rassemblement, dès 2006, je m'étais investi dans le collectif pour la défense du droit de vote. On s'était battu, malheureusement, on n'a pas pu avoir gain de cause. Mais très clairement, pour moi, le gel du corps électoral n'est pas conforme à la lettre de l'accord de Nouméa qui prévoyait une citoyenneté glissante. Et nous sommes pour le dégel du corps électoral au sortir de l'accord de Nouméa. Est-ce que ça répond à votre question, Marie? Tout à fait, je vous remercie beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci vous aussi. On va parler de l'article 27, ça vous tient à cœur. Je rappelle qu'actuellement, les communes sont des collectivités locales qui relèvent de l'État. Et l'article 27 de la loi organique prévoit leur transfert sous la coupe de la Nouvelle-Calédonie. Ces transferts sont facultatifs et le Congrès peut demander à l'État ces transferts par le vote d'une résolution. Alors, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous souhaitez que je rappelle ce qu'est l'article 27? Je crois que ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Alors, le Congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées par une loi organique ultérieure les compétences suivantes. Écoutez bien. Les règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de l'égalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, enseignement supérieur et communication audiovisuelle. Alors, quelle est votre position là-dessus? D'abord, je vous remercie d'avoir précisé une chose qui est importante, c'est que ces transferts, ils sont optionnels. Le texte de la loi organique dit bien le Congrès peut. Il ne dit pas le Congrès doit. Le législateur a pris soin d'isoler ces transferts de compétences dans un article spécifique parce qu'il était bien conscient que le transfert de ces compétences a des conséquences très lourdes. Transférer les collectivités locales, transférer l'audiovisuel, c'est déjà sortir de la République. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'autorité de contrôle qui assure l'impartialité des médias, c'est qui? C'est le CSA. C'est cette autorité qui fait que vous, par exemple, en tant que professionnel de l'audiovisuel, vous pouvez exercer votre mission en étant protégé contre la mainmise du politique. Demain, si on transfère Nouvelle-Calédonie première au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sachant que nos politiques locaux aiment beaucoup les médias politisés, que ce soit RRB, Radio Jido, rien ne vous garantit que vous ne subirez pas des pressions sur votre ligne éditoriale. Et notamment en matière d'élection, ça peut avoir des effets extrêmement dommageables.
Autre exemple, les collectivités locales. Tout à l'heure, on m'a posé la question de savoir si j'étais pour ou contre le gel du corps électoral. J'ai répondu très clairement, je suis contre le gel du corps électoral. Ce qui est très grave, c'est que si l'on transfère les collectivités locales, il faut savoir que dans l'accord de Nouméa, il y a un point qui est le point 2.2.1 qui dit que si la Nouvelle-Calédonie avait une organisation propre pour les communes, les restrictions du corps électoral s'appliqueraient aux élections municipales. Et il faut que les auditeurs le sachent. Les gens qui aujourd'hui ne peuvent plus voter au provincial, si on transfère l'article 27, ils seront exclus pour une durée indéterminée du scrutin municipal. Et troisième point, l'enseignement supérieur. Eh ben, l'enseignement supérieur, aujourd'hui, on a une université qui est quand même très autonome dans le système français, mais qui délivre des diplômes qui sont reconnus au niveau national. Demain, ces diplômes seront des diplômes calédoniens et on ne peut pas garantir la reconnaissance qu'ils auront au niveau national et encore moins au niveau international. Mais je reviens, si vous voulez, sur les collectivités locales parce que j'ai oublié de parler d'un point important également. L'enjeu, c'est pas que le corps électoral au municipal. L'enjeu, c'est que l'État, aujourd'hui, est le gendarme dans nos collectivités locales de la saine gestion, de la bonne gestion et de la légalité des actes qui sont pris. Il y a eu tout dernièrement un scandale qui a éclaté à la mairie de Nouméa, où je suis moi conseiller, concernant une suspicion de paiement de billets d'avion à 2 conseillères par l'entreprise Star Pacific. Je pense qu'il y aura une enquête, ces personnes vont devoir s'expliquer, mais ça c'est possible parce qu'on est dans la République, parce que l'État joue son rôle de gendarme. Demain, si la Nouvelle-Calédonie était le gendarme des collectivités locales, qui se chargerait de veiller au grain? Ce seraient nos politiques locaux. Malheureusement, vous savez très bien, parce que c'est paru dans la presse, parce qu'il y a des affaires en cours, que les plus hauts responsables du camp loyaliste en Calédonie sont, pour certains, mis en examen dans des affaires qui de favoritisme, qui de prise illégale d'intérêt. On voit bien que ça ne peut pas marcher. Il manque dans notre pays des autorités indépendantes, des contre-pouvoirs, et aujourd'hui c'est l'État qui joue ce rôle de contre-pouvoir. Il faut que l'État garde cette position. Parce que l'accord de Nouméa et parce que la loi organique ne prévoit rien pour substituer à l'État des autorités indépendantes qui garantiraient la démocratie et le respect des règles de droit dans notre pays. Nous avons en ligne Stéphane qui a une question justement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Monsieur Blaise. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Êtes-vous prêt à participer à la fédération des partis loyalistes français au municipal et au provincial? Car le FLNKS, lui, est organisé. Alors, sur le principe, nous sommes, nous, effectivement, pour le rassemblement de la famille loyaliste. Mais il faut que ce rassemblement... Il y a un retour. Nous sommes... Attendez, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste radio et reposer la question parce qu'on vous entend très mal? Là, vous m'entendez bien? Ah, parfait. Oui, je disais, est-ce que le parti de M. Philippe Blaise est prêt à participer à la fédération des partis loyalistes français au municipal et au provincial? Car je vois que du côté indépendantiste, le FLNKS, lui, est organisé. Bon, on avait bien compris votre question, donc je recommence ma réponse. Sur le principe, oui, je suis d'accord pour le rassemblement de la famille loyaliste, parce qu'il faut mettre un terme aujourd'hui à cet éclatement des partis loyalistes, qui se traduit par des alliances de court terme entre le rassemblement et l'UC, ou aujourd'hui qu'elle y ensemble et le Palika. Et au final, ça ne profite qu'aux indépendantistes. Maintenant, le rassemblement de la famille loyaliste, il doit être sincère. C'est-à-dire qu'il ne peut se faire que sur une plateforme politique qui est réellement loyaliste. Et les appels que vous évoquez aujourd'hui, malheureusement, ils ne respectent pas ce critère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti qui lance un appel au rassemblement, c'est Calédonie Ensemble. Mais Calédonie Ensemble fait des propositions qui sont de nature à plaire en fait au Palika avec les transferts de l'article 27 et qui, pour moi, ne défendent pas la majorité loyaliste. Donc aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible. Merci Stéphane, ça répond à votre question? Pas totalement, mais je vais me satisfaire de ça. Merci d'avoir appelé. Nous avons un autre appel, c'est, je crois, Paou, qui va poser une question également. Bonjour Paou. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour Monsieur Blaise. Bonjour Madame Nourri. Je voudrais poser une question à Monsieur Blaise. Je suis wallisienne, calédonienne, et je voudrais savoir, puisque depuis quelque temps je vous suis, Monsieur Blaise, et j'adhère complètement à vos prises de position, mais je voudrais connaître votre position
par rapport aux derniers propos évoqués par M. Louis Cotra-Ureguay concernant les Océaniens, les Wallisiens notamment, qui n'ont pas le droit de se positionner ou qui sont concernés par le choix du drapeau commun, le nom de la Nouvelle-Calédonie et tous les signes identitaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie de cette question. C'est important de préciser que nous sommes républicains, nous respectons la philosophie de l'accord de Nouméa dans ce cas-là de positif. Et dans l'accord de Nouméa, il y a quand même une notion qui est fondamentale, qu'on oublie souvent dans le camp indépendantiste, c'est la citoyenneté calédonienne. Les indépendantistes, le FLNKS, a signé l'accord de Nouméa et donc a accepté cette notion de citoyenneté calédonienne. Pour que la citoyenneté calédonienne existe, on a exclu du droit de vote des personnes qui sont françaises, pour bien mettre à part ceux qui sont calédoniens. Mais tous ceux qui sont citoyens calédoniens, qu'ils soient européens, wallisiens, asiatiques, kanaks, métis ou autres, sont tous égaux en dignité et en droit de décider ce que sera leur pays commun dans le futur. Et donc quand M. Louis Cotra-Ureguay dit que seuls les kanaks peuvent décider des signes identitaires et que les Wallisiens en particulier, pourquoi il parle des Wallisiens en particulier, je ne sais pas, n'ont pas le droit. Ce sont des propos qui sont tout simplement inacceptables. Ce sont des propos qui sont pour moi racistes. Je suis désolé de le dire. Mais il a bien dit que c'était des Wallisiens qui venaient d'arriver, hein, pas les autres. Hein. J'ai entendu le commentaire. Ah, bon. Donc il n'a pas été catégorique. Mais la façon, enfin, excusez-moi, mais quand on pointe du doigt une communauté en particulier, sémantiquement, vous pointez l'ensemble de la communauté. S'il avait fait un distinguo entre les citoyens calédoniens et les gens qui sont de passage sur le territoire, on aurait compris. Mais la façon dont il l'a dit était très ambiguë, et en tout cas, elle a été perçue par cette dame et par l'ensemble des Calédoniens comme une exclusion de la communauté wallisienne du droit au débat sur quelque chose qui lui appartient. Est-ce que ça répond à votre question, Paou? Oui, tout à fait, mais je voudrais aussi poser une deuxième question, si vous permettez. On vous permet. Est-ce que vous cautionnez, M. Blaise, le fait que les autres partis loyalistes sont aussi laxistes sur ces propos de M. Louis Cotra-Ureguay, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça a suscité quand même de la colère dans la communauté wallisienne. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de le constater lors de réunions sur le terrain chez des Wallisiens. Effectivement, on constate que les réponses des partis censés être loyalistes et défendre l'accord de Nouméa et le maintien de la Calédonie dans la France, et donc le respect des communautés comme la communauté wallisienne, ont été plus que timides dans leurs commentaires. On a l'impression que ces gens qui requièrent la confiance des électeurs ne se battent pas finalement pour défendre leurs droits. Alors comment vous comptez unir les Calédoniens quand on voit certains comportements radicaux d'hommes politiques? Est-ce que vous avez une recette, un miracle? Moi, je n'ai pas la prétention d'unir les Calédoniens. Dans l'immédiat, notre combat, et c'est simplement un combat pour offrir aux enfants de ce pays le meilleur avenir possible. Et pour nous, le meilleur avenir possible est dans la France, à tous les points de vue. Aujourd'hui, quelles sont vos priorités? Notre priorité, c'est de porter ces valeurs au provincial de 2014. Nos engagements, ils sont sur 3 choses fondamentales. D'abord, on veut que la Calédonie reste dans la France. Deuxièmement, nous voulons qu'il y ait une gouvernance exemplaire. On veut moraliser la gouvernance calédonienne. Et il y a beaucoup à faire. Et troisièmement, il faut offrir aux Calédoniens une qualité de vie qui est celle d'un pays développé et libre. On a beaucoup d'exemples autour de nous de pays indépendants qui vivent dans des situations très difficiles, que ce soit Fidji, le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous pensons que le fait de rester dans la France est ce qui permettra d'assurer aux habitants de ce pays les meilleures garanties en termes de santé, d'éducation, en termes de services publics et en termes de développement économique et de développement humain. On a un autre appel. Vous suscitez beaucoup d'appels. Hein. Tant mieux. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, vous avez une question? Oui, j'ai une question, monsieur, là, pour dire... moi, je pense que, en tant qu'auditeur de RFO, hein, moi, je l'écoute parler, j'ai l'impression que ça ne va pas changer. Il faut faire de la politique dans ce pays. C'est une politique politique. C'est-à-dire la cherté de la vie, il faut voir les retraites des vieux, il faut voir plein de choses dans ce pays. Mais il faut arrêter de la communautarisation, il faut arrêter de monter les gens contre les gens. C'est pas bon. Vous savez, ici, c'est l'Océanie. C'est un grain de sable dans l'océan du Pacifique. Donc, moi, je pense que, monsieur,
Faites de la politique, mais alors de la politique. Comme nous, on a espéré que les jeunes vont venir pour faire de la politique, pour faire avancer le pays, mais pas pour critiquer. On ne va pas avancer. On va pas avancer. C'est une politique de peur. Donc pour moi, monsieur, si vous voulez faire de la politique dans ce pays, faites-le. Mais arrêtez de monter les gens contre les gens. Si ça a été mal compris ce que vous avez entendu de M. Cotraille-Riguet, mais c'est pas la peine de continuer à généraliser, quoi. On va pas avancer comme ça. On va pas avancer, on va constamment piétiner dans les mêmes trucs. Dans ce temps-là, les autres politiques qui font des accords, des désaccords, des congelés, des décongelés. Non, on va pas avancer. Donc non, moi je veux la politique concrète, quoi. Concret. Écoutez, parler concret. Mais on va arrêter de dénigrer sur les gens, il y a n'importe quoi, quoi. Après, on est perdus, quoi. On est tous perdus. Après, la droite, la gauche, le centre, en bas, en haut. Voilà. Merci bien, monsieur. Très important, Merci. votre commentaire. On vous remercie beaucoup, Philippe Blaise. Alors, concrètement, que va apporter votre parti politique? On veut du concret, alors voilà, c'est dit. Comment vous allez changer les choses? Concrètement, Martine Nollet, comme je vous l'ai expliqué, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que les partis loyalistes, en fait, les deux formations principales, Cailloux Ensemble et le Rassemblement, ont une vision de court terme. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se servir de l'accord de Nouméa et de son évolution pour chacun négocier dans leur coin une alliance de court terme avec des partis indépendantistes. Tout ça pourquoi? Pour avoir le pouvoir au gouvernement. Et ils sont en train de sacrifier le long terme. Le long terme, c'est qu'il faut que les Calédoniens comprennent précisément quels sont les enjeux qui se posent à eux dans les années et très prochainement, dans les mois qui viennent. Il faut préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Et pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa, il faut que les Calédoniens puissent être éclairés sur les choix qu'ils ont à faire. L'accord de Nouméa nous donne la possibilité, avec 3 référendums, de trancher la question de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on va être en mesure, aux yeux de l'opinion internationale, aux yeux de l'ONU, de dire qu'en Calédonie, il y a une majorité qui veut rester française. Quand cela aura été tranché, nous pourrons discuter du statut adapté pour la Calédonie entre partenaires de l'accord de Nouméa, mais dans le sens qui aura été tranché par les Calédoniens. Moi, la mission que je me fixe, et les gens de mon équipe du MRC, c'est d'informer le public et de leur donner une bonne compréhension de ce que sont leurs droits. Aujourd'hui, les Calédoniens sont insuffisamment informés sur ce que dit l'accord de Nouméa. Et la question des transferts de l'article 27, qui est de l'actualité brûlante, elle est cruciale, parce que les gens ont l'impression, quand ils écoutent les leaders politiques, que c'est une question qui est déjà réglée, que c'est entendu. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on a le choix. Et donc il faut un débat de fond sur ces transferts de l'article 27, parce que, au travers de ces transferts sur l'audiovisuel, sur les collectivités territoriales, sur l'enseignement supérieur, on est en train de décider de ce que sera notre société demain. On est en train de traiter la question de l'indépendance ou pas, avant même le référendum. Donc nous allons nous battre entre maintenant et les provinciales de 2014, contre ces transferts. On va expliquer aux gens pourquoi ce n'est pas une bonne chose. Et on va, par ailleurs, évidemment, construire un programme qui vise à respecter les piliers dont je vous ai parlé, qui sont 1, la Calédonie dans la France, 2, une meilleure gouvernance. Et là-dessus, nous avons des propositions très concrètes sur la transparence de la dépense publique, sur la moralisation de la gouvernance. Et puis 3, assurer le meilleur avenir possible à nos enfants. Et là aussi, nous avons des propositions très concrètes sur la vie chère, le développement économique, sur la sécurité. Nous avons, à l'heure où je vous parle, lancé depuis des mois des groupes de travail qui justement, réfléchissent, échangent avec des personnes de la société civile sur ces thématiques-là. Parce qu'évidemment, c'est bien de se battre pour que la Calédonie reste française, mais il faut régler les problèmes, comme ceux que j'ai entendu évoquer dans votre première partie d'émission. Voilà, si vous voulez, les engagements et nos propositions vis-à-vis des Calédoniens. Pour terminer, votre parti politique compte combien de sympathisants? C'est un parti qui est jeune, donc si vous me permettez, je ne vais pas vous donner un chiffre. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important pour une nouvelle formation politique, c'est la qualité des gens qui l'animent. Et j'ai tiré les leçons de mon expérience au sein du Rassemblement. Moi, je suis venu au Rassemblement dans le cadre de la rénovation. C'est-à-dire dans le cadre d'un message qui disait on veut tirer un trait sur les erreurs du passé, c'est-à-dire sur cette absence de débat démocratique, sur cette absence d'intelligence collective. J'ai été déçu dans mes attentes. Eh bien, ces attentes, je les fais vivre à nouveau au sein du MRC. Je me suis entouré de personnes de qualité, de personnes qui sont des gens engagés politiquement, qui ont déjà une expérience, qui ont déjà mené des combats, mais qui sont aussi des personnes qui ont une certaine autorité dans leur vie privée, puisque nous sommes tous dans le privé. Moi, je suis un cadre de la banque.
J'ai avec moi des médecins, j'ai avec moi des gens qui sont des juristes, des informaticiens. Ce qui fait la qualité de notre équipe, plus que le nombre de militants absolus, c'est surtout que nous pratiquons l'intelligence collective et que nous avons des gens qui sont courageux, déterminés et qui ont des idées pour la Calédonie. Bon, alors à suivre. Philippe Blaise, merci d'avoir accepté notre invitation.